Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. C'est une évidence, on peut mettre au point tous les systèmes de surveillance des médias électroniques, des filières de marchands d'armes, démanteler des réseaux ou des cellules, dormantes ou pas, les multiples facteurs de radicalisation islamiste, salafiste, nous dira notre invité, permettront toujours à de petits éléments de passer à travers les mailles du filet. Les récentes tueries à Charlie Hebdo et à la boucherie cachère de la porte de Vincennes à Paris l'attestent amplement. Il faut donc agir en amont, contre-radicaliser. Tâche de titan, puisqu'elle équivaut à une sorte d'exanguino culturel et politique des individus embrigadés. Changer de politique extérieure, retourner au splendide isolement éthique de ceux qui n'ont pas compris la portée universaliste du danger que représente l'organisation de l'État islamique. Ici, la réponse est contenue dans la question, mais certains pourront en discuter. Bref, retournons à l'autre bout de la chaîne. Entre l'avion de combat français dans le ciel irakien et les jeunes gens potentiellement djihadistes dans une petite ville de France, il y a un lien, celui du terrorisme, effrayant, et des moyens de le contrecarrer. Et là, ce lien, selon Pierre Conessa, il faut l'attaquer très tôt, en amont, et en disant les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en nommant un chat un chat. Pierre Conessa, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA et ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. D'abord, cette petite précision sémantique. Vous préférez parler de mouvance radicale salafiste plutôt qu'islamiste. Pourquoi ? Oui, parce que, si vous voulez, d'abord, j'exclus ce terme générique qui a été lancé par George Bush après le 11 septembre et qui est malheureusement repris par le président de la République, qui est le terrorisme international. Bon, le terrorisme international, ça ne veut rien dire, sinon il faudrait commencer par arrêter des Basques et des Corses. Or, c'est visiblement pas le sujet. Donc, il y a un problème qui est la définition de cette menace qui nous concerne, nous, directement, qui est une forme de la radicalisation qui atteint le culte musulman. Ça fait partie des non-dits, justement, que vous dénoncez. Ça fait absolument partie des non-dits, oui. C'est une absence de travail et de réflexion. Je crois qu'il faut être assez précis. En gros, mon analyse consiste à dire que depuis la salafisation de la radicalisation, c'est-à-dire depuis que les Saoudiens, pour l'essentiel, ont décliné à l'étranger pour lutter contre les frères musulmans, d'ailleurs, pour l'essentiel, ont envoyé partout des imams salafistes, ont payé des mosquées à droite et à gauche, y compris en Afrique. Tout ça a contribué largement à cette radicalisation. Et donc, on a là une matrice idéologique qui est une matrice idéologique totalitaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une revendication politico-religieuse. Ce n'est pas une revendication religieuse. Ça aussi, c'est une manière de nommer les choses par Absolument. leur nom. Parce qu'on a peur de ces noms-là, totalitaires. Oui. On n'ose pas les employer. Donc là, il faut pointer du doigt la terminologie exacte. Oui, absolument. Je ne pense pas qu'il faille interdire, mais je pense que de nommer obligerait des imams salafistes à se positionner, notamment dans la situation que nous vivons. Certains des salafistes sont quiétistes, tout le monde le dit. Mais cela dit, c'est à eux de dire qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le débat contre la radicalisation. Parce qu'entre légitimer de manière soft la violence et puis ensuite dire oui, mais nous désavouons, c'est un peu léger. Bon. D'autre part, il est évident que la revendication qu'on constate tous les jours par ces salafistes est une espèce de revendication politique dont la vocation est de ghettoiser, si vous voulez, la communauté musulmane qu'ils prétendent représenter, dans sa totalité. Et donc, ça va être des revendications continues qui vont parfois entrer dans un degré de détail absolument inimaginable. Les cuillères des enfants à l'école, les tables pour les enfants à l'école, etc. Donc, il faut à un moment mettre le haut là et surtout désigner l'objectif. Parce qu'à ce moment-là, ça oblige les gens à se déterminer. Mais alors, c'est quoi désigner l'objectif, justement, pour empêcher ce que vous venez de dire et qui est catastrophique, c'est-à-dire la ghettoisation, justement, par certains imams de leurs ouailles. Absolument. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant l'époque où je faisais mon rapport, c'est la mobilisation extraordinaire des élites de la communauté musulmane. Si vous voulez, pour nos auditeurs, deux faits importants. D'abord, la France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane de tous les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'il est exclu de faire de la communautarisation. Quand on a 5 à 7 millions de personnes, on ne fait pas des ghettos communautaristes comme ça peut être dans d'autres pays que je ne nommerai pas. Bon. La deuxième remarque, c'est que l'intégration de cette communauté est une intégration silencieuse. Ce qui fait qu'on la regarde à travers ces deux extrêmes. Le CFCM, qui est une espèce de chicaya continue entre Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, etc. Et puis ces extrémistes. Or, la grosse masse de ces gens sont des gens silencieux, qui ne demandaient pas la différence, ils demandaient l'indifférence. Le droit à l'indifférence. Le droit à l'indifférence. Tout à fait. Exemple que je cite souvent, une jeune fille à qui je demandais d'où êtes-vous originaire, elle me dit je suis née à Pantin. En gros, elle me disait arrêtez de me poser la question.
Et c'est vrai que si vous posez la question à un citoyen français juif, il va vous dire, mais pourquoi vous me posez cette question? Or, si on la pose aux musulmans, c'est qu'on a implicitement dans la tête le même ressort psychologique. Et donc, cette communauté est en train de se mobiliser contre la radicalisation. J'ai été invité à plusieurs séminaires, et il y en a encore 2 qui sont en préparation, où des élites locales, des présidents d'associations, des imams, etc., organisaient des séminaires de réflexion sur que peut-on faire contre la radicalisation. Peut-on imaginer une minute qu'une politique de contre-radicalisation se fasse sans ces gens-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas notre ministre de l'Intérieur qui va tenir un discours théologique de contre-radicalisation. Ce n'est pas l'ensemble des policiers qui vont faire cette espèce de réseau d'alerte avancée que constituent ces associations, qui connaissent les familles. Oui, mais alors, dans ce cas-là, d'une manière générale, malgré tout, vous livrez ces gens à une autorité religieuse, quelle qu'elle soit quiétiste ou malheureusement salafiste. De toute manière, vous les remettez dans les pattes des religieux, quelle que soit la solution. Ah non, pas du tout. Moi, je pense au contraire que, si vous voulez, c'est une communauté dont on ne relève jamais, par exemple, les success stories. C'est très étonnant. Or, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui sont d'origine de la communauté française musulmane. On ne les voit pas. Yazid Sabeg est président de la Compagnie des Signaux, Altrad est le leader français des échafaudages, etc. Et donc, on a des gens comme ça. Si vous voulez, encore une fois, c'est la vision collective de cette communauté qui est une vision qu'il faut modifier. Et si on entend des success stories de cette communauté, le processus de discrimination implicite que ressent une partie de cette communauté serait décrispé. Je vais vous citer un exemple. J'ai été beaucoup intéressé par la communauté turque. Pourquoi? Parce que c'est la communauté musulmane qui n'a pas le rapport d'anciens colonisés à la France. Et donc, vous avez une culture entrepreneuriale chez les Turcs qui fait que vous n'avez peu de recrutement, par exemple. Et par contre, chez les Maghrébins, vous avez effectivement quelque chose qui est toujours comment se fait-il que nous sommes obligés de vivre aujourd'hui chez l'ancien colonisateur, que nos parents qui ont combattu le colonisateur sont aujourd'hui dans des positions d'appauvrissement, dégradées, etc. Donc ce sentiment d'injustice, il est perceptible dans une partie de la communauté, pas dans toute. Et c'est bien ça qu'il faut identifier. Alors, moi, ce qui m'a frappé à la lecture de votre rapport, c'est que d'une manière quasi implicite, vous citez à 3-4 reprises, mais finalement, on les sent derrière à chaque fois, ce sont les travailleurs sociaux. Oui. Parce que finalement, vous nous dites, bon, c'est bien joli tout ça, mais il y a toute une marge d'informations d'abord qui peuvent remonter par eux, et puis s'ils sont qualifiés, il y a là quelque chose de potentiellement actif pour contre-radicaliser. Absolument, absolument. Si vous voulez, Vous n'êtes pas dans l'air du temps en disant ça. Non, je ne suis pas dans l'air du temps, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis retraité maintenant, donc je ne risque plus rien. C'est pas grave. Si vous voulez, phénomène très caractéristique, la France est un pays où les questions de religieuses relèvent du ministère de l'Intérieur. Bon, mais le ministère de l'Intérieur est aussi le ministère de la Police. Bon. Si vous voulez concevoir un système qui soit justement celui de cette prise en compte de l'évolution de cette partie de la communauté, de la prise en compte de ces travailleurs sociaux, de la remontée des informations qu'ils sont capables de faire, vous ne pouvez pas avoir un bureau des cultes qui se situe au ministère de l'Intérieur. Toutes ces élites qui veulent participer ne veulent pas apparaître aux yeux de leur communauté, et a fortiori des radicaux, comme des auxiliaires de police. Et donc, il faut penser à une nouvelle organisation, première question. Et deuxième chose, pour faire de la contre-radicalisation, c'est pas moi, ancien administrateur civil, qui vais la faire. Il faut une espèce de plateforme dans laquelle on aurait des théologiens, des travailleurs sociaux, des communicants, des spécialistes des médias, des sociologues des médias, etc. Vous voyez, c'est parce que, encore une fois, le bon message arrivera sur le bon média avec la bonne cible. Et donc tout ça, c'est un travail complètement novateur si on veut véritablement concevoir une politique de contre-radicalisation. Je sais que je suis dans un domaine où je redonne une espèce de légitimité à l'action sociale, mais c'est absolument essentiel. A fortiori, je vous pose la question, le fait que l'on ait vilipendé et traité cette action sociale par tous les noms, vous y avez vu, vous, un impact direct sur la radicalisation de jeunes gens? Non, je n'ai pas eu, moi, à le constater, puisqu'en fait, une partie des entretiens qu'il a été fait pour me rendre service ont surtout concerné des gens incarcérés. Bon, moi, j'ai vu des gens qui ne l'étaient pas, mais je n'allais pas me pointer devant eux en leur disant... Donc, certains des entretiens qui ont été faits montrent effectivement cette carence des services sociaux au suivi, etc. Mais encore une fois, l'intelligence du système, par exemple, qui a été monté dans les autres pays occidentaux, c'est de s'appuyer sur les collectivités locales. Parce que, en fait, c'est le maire qui sait ce qui se passe dans sa commune, c'est lui qui connaît sa police municipale, ses travailleurs sociaux, etc. Or, nous, on a commencé à monter un système autour des préfectures.
voyez? Et donc ce tropisme français classique qui fait que c'est à l'état d'eux est probablement dans une époque d'échec. Et donc il faut repenser notre système en s'appuyant sur des gens qui sont des gens de terrain, avec des capteurs d'information qui sont le plus près possible du terrain, et qu'ensuite l'État fournisse des moyens. Mais vous voyez, on est dans un système qui probablement administrativement devrait se repenser à l'envers. Repenser à l'envers. Merci Pierre Conessa, merci d'être venu sur France 24. Vous voyez qu'on a là une base de réflexion ample et large et qui malheureusement nous servira sans doute encore beaucoup de fois. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.